Souvent écrits au masculin, les grands récits de l'histoire de l'art ont fait peu de cas des écrits produits par les artistes femmes. Pourtant, du journal intime à l'article de presse, ces textes d'une grande diversité témoignent des désirs, des efforts, des difficultés et des succès des créatrices. En puisant dans leurs mots, le podcast Paroles d'artistes femmes propose de faire entendre leur version de l'histoire. Les perspectives singulières ainsi dévoilées nous permettent de mieux comprendre les œuvres plastiques, mais surtout de renouveler notre compréhension des dynamiques de l'histoire de l'art. Dans cette première saison, coproduite par Aware et le Musée d'Orsay, avec le soutien du Musée Femmes, nous écouterons les artistes engagées de la seconde moitié du XIXe siècle. Par l'écrit, elles ont défendu pour les femmes, entre autres revendications, la fondation de sociétés artistiques non mixtes, l'accès à un enseignement artistique de qualité et le droit à concourir au Prix de Rome. Paroles d'artistes femmes, épisode 1. Ce premier épisode est consacré à Marie Bashkirtseff, dont la trajectoire fut celle d'un météore, fugace et flamboyant. Longtemps, l'artiste fut surtout connue pour avoir ardemment documenté sa vie dans son journal intime qui couvre près de 19 000 pages. Emportée par la tuberculose à l'âge de 25 ans, à l'aube de la gloire, Bashkirtseff nous a laissé peu d'œuvres. Certains de ses tableaux sont toutefois devenus des icônes, comme son autoportrait à la palette, aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice, où s'exprime sa volonté farouche. L'artiste s'est par ailleurs spécialisé dans les portraits de femmes, dans un registre souvent méditatif. Le musée d'Orsay en conserve 4, dont l'un, créé vers 1881, est intitulé « Intimité ». Observons-le. Dans un intérieur indistinct, assise sur un canapé, une jeune femme est plongée dans la lecture d'un épais volume qu'elle tient ouvert de la main gauche. L'artiste a saisi la scène sur le vif, usant de hachures et d'un jeu de clair-obscur hérité de sa formation académique. Le livre ouvert, le visage du modèle et son pied gauche sont frappés d'une lumière blanche. La pose informelle de la jeune femme, tête appuyée contre la main, jambes droites repliées sous elle, nous indique qu'elle est dans un lieu familier. Rien ne risque donc de la détourner de l'activité qui fait naître sur ses lèvres un léger sourire. Pour Bashkirtseff, lectrice insatiable, le livre n'est jamais un accessoire, mais une véritable ressource pour comprendre le monde. En témoignent ce dessin, mais aussi les notes de lecture qui ponctuent son journal. Née en 1858 dans la région de Poltava, en Ukraine, la jeune fille grandit ensuite à Nice, puis à Paris, dans un milieu aristocratique et cosmopolite. Après avoir appris la danse, le chant et le dessin, elle s'inscrit à l'âge de 16 ans au cours féminin de peinture de l'Académie Julian à Paris. Il s'agit alors de l'un des rares lieux d'enseignement artistique de qualité ouverts aux femmes en France, où l'école des Beaux-Arts leur est encore fermée. Le 3 octobre 1877, Bashkirtseff écrit « J'ai ébauché au crayon une tête de 3/4 chez Julian en 10 minutes et il me dit qu'il ne s'attendait pas à voir si bien pour une commençante. » Une semaine plus tard, s'adressant à un lecteur imaginaire, elle nuance toutefois « Ne pensez pas que je fasse des merveilles parce que monsieur Julian s'étonne. Il s'étonne parce qu'il s'attendait à des fantaisies de filles riches et de commençantes. » Dans son journal, la jeune femme livre avec une sincérité brute ses aspirations et ses tourments artistiques, mais aussi amoureux. Atteinte de tuberculose, elle sait toutefois que la mort plane et qu'elle a peu de temps pour laisser au monde une œuvre qui compte. L'ambition de Bashkirtseff, qui apparaît tour à tour enjouée et dramatique, idéaliste et ironique, en est d'autant plus palpable. Son journal fait parfois place au désespoir. Je me crois tantôt à génie et tantôt à rien. C'est-à-dire que je crois que je vais avoir du talent, mais je suis désespérée du résultat actuel.
L'artiste a aussi conscience des contraintes sociales imposées en raison de son genre et de sa condition, et qui distinguent sa pratique de celle des hommes. Ce que j'envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sur les bancs des jardins des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Voilà ce que j'envie. Et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un grand artiste. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné ou quand, pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille ? Ah, crénom d'un chien. Voilà quand je rage d'être femme. En 1880, décidé à s'engager contre les injustices réservées aux femmes, Bashkirtsev se rapproche de la société Le droit des femmes, menée par la suffragiste Hubertine Auclair. Le 8 décembre, elle relate l'une de leurs réunions. Cela se passe dans le petit salon d'Hubertine. Une lampe sur le bureau, à gauche. À droite, la cheminée surmontée d'un buste de la République. Et au milieu, tournant le dos à la fenêtre, qui fait elle-même face à la porte, une table chargée de dossiers, ornée d'une bougie, d'une sonnette et d'un président qui a l'air très sale et très bête. À gauche du président, Hubertine, qui, chaque fois qu'elle parle, baisse les yeux et se frotte tout le temps les mains. À droite, une vieille sèche socialiste et furieuse qui s'écrie que s'il y a à frapper, elle frappera la première. Une vingtaine de vieilles tipesses, des espèces de concierges en rupture de loge, et quelques hommes. Le rebut de ce que l'on imagine de ces garçons à longs cheveux et à coiffure impossible et qu'on ne peut pas écouter dans les cafés. Après le récit de leurs échanges, elle conclut. Hubertine est très sage et comprend qu'il ne s'agit ni de prolétaires ni de millionnaires, mais de la femme en général qui revendique ses droits. C'est sur ce terrain qu'il faudrait maintenir tout le monde. Malgré son rang privilégié, et même si elle peut faire preuve de préjugés dans certains domaines, Bashkirtsev constate donc avec lucidité que la cause féministe transcende les classes économiques et sociales. Accordant autant de sérieux au métier d'artiste qu'au combat féministe, Bashkirtsev se sent toutefois isolée dans ses positions à l'Académie. Sur les 15 femmes de chez Julian, il n'y en a pas une qui ne rirait ou ne se signerait à l'idée de l'émancipation de la femme, les unes par ignorance, les autres parce que ce n'est pas comme il faut. Elles vous disent « la femme a la beauté, etc., etc. » Ou bien « et qui élèvera les enfants si la femme fait de la politique ?» On ne force pas la femme à aller pérorer dans les cafés, mais nous voulons qu'elle soit libre de s'adonner à la carrière qui lui convient le mieux. L'environnement quotidien qu'est pour elle cet atelier l'inspire pourtant. En 1881, l'artiste envoie au salon une toile intitulée « L'Académie Julian » qui montre ses camarades au travail. Quelques jours avant le vernissage, elle désespère. Julian trouve que j'ai fait un grand effort, que ce n'est pas mal, que c'est amusant, mais que c'est à s'arracher les cheveux quand on pense à ce que ça aurait pu être. Ah, je voudrais qu'il soit crevé, ce tableau, pour ne pas être forcé de l'exposer. Car je suis bien forcée par une sotte vanité, punie d'avance par ce que je crains de l'indifférence du public et de la blague des hommes d'en bas. Ce n'est précisément pas de la blague, mais ils diront « Eh bien, elle n'est pas forte, hein, la plus forte de vos femmes. » Le tableau lui attire pourtant des louanges. Reproduit dans de nombreuses publications jusqu'à nos jours, il est devenu le symbole de l'enseignement artistique féminin au XIXe siècle et parfois d'une sororité fantasmée. À la même époque, la peintre participe à la fondation du journal féministe La Citoyenne, qu'elle soutient financièrement. Le 6 mars 1881, elle publie dans ses pages, sous le pseudonyme Pauline Aurel, un article intitulé « Les femmes artistes ». Je n'étonnerai personne en disant que les femmes sont exclues de l'école des beaux-arts comme elles le sont de presque partout. Vous qui vous proclamez bien haut, plus fort, plus intelligent, mieux doué que nous, vous accaparez pour vous seul une des plus belles écoles du monde où tous les encouragements vous sont prodigués. Quant aux femmes, que vous dites frêles, faibles, bornées,
dont un grand nombre est privé même de la banale liberté d'aller et de venir par le mot « convenance », vous ne leur accordez ni encouragement, ni protection. Au contraire. C'est peu logique. Bashkirtsev vise ici l'interdiction faite aux femmes d'étudier à l'école des beaux-arts. Ce qu'il nous faut, c'est la possibilité de travailler comme les hommes et ne pas avoir à exécuter des tours de force pour en arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement. On nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes femmes. Et, messieurs, il y en a eu. Et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent. Parlez donc aux gens comme il faut, d'envoyer leurs filles dessiner d'après le nu, sans lequel il n'y a pas d'étude possible. La plupart, qui n'hésitent pas à conduire ces mêmes jeunes filles sur les plages où elles contemplent leurs danseurs en tenue de triton, pousseront des cris aigus. Ah ! Elle poursuit. Mais l'école n'est pas exclusivement réservée aux peintres et aux sculpteurs. Et tout en m'attendant à provoquer une douce gaieté, je dirais que des femmes architectes ou graveurs ne seraient pas plus drôles que des femmes médecins ou des hommes couturiers. Chacun doit avoir la liberté de suivre la carrière qui lui convient. Bashkirtsev délaisse alors l'atelier pour le plein air et s'intéresse aux classes populaires parisiennes. En avril 1883, lui vient l'idée d'un tableau qu'elle note dans son journal. Six gamins groupés, les têtes près les unes des autres, jusqu'à mi-corps seulement. L'aîné a une 12aine d'années et le petit 6. Le plus grand, vu presque de dos, tient un nid et les autres regardent avec des attitudes variées et justes. La 6e est une gamine de 4 ans, vue de dos, la tête levée et les bras croisés sur le dos. Ça a l'air commun d'après la description. Mais en réalité, toutes ces têtes, ensemble, forment quelque chose d'excessivement intéressant. Dans la version finale, le personnage féminin semble exclu du cercle des garçons. Il apparaît à l'arrière-plan, de dos, s'apprêtant à sortir du cadre. Bashkirtsev se rattache au style naturaliste alors en vogue et démontre ses facultés d'observation et de composition dans ce tableau intitulé « Un meeting » et aujourd'hui conservé au musée d'Orsay. Après le vernissage du salon de 1884, où l'œuvre connaît un grand succès, les demandes de reproduction affluent. De retour au salon quelques jours plus tard, l'artiste incognito s'amuse de semer le trouble. Nous restons longtemps sur la banquette devant le tableau. On le regardait beaucoup. Et je riais en pensant que tous ces gens n'iraient jamais chercher l'auteur dans la jeune fille élégante, assise là et montrant de si petits pieds bien chaussés. Ah, c'est autrement mieux que l'année dernière, tout ça. Est-ce un succès ? Dans le sens véritable, sérieux, bien entendu. Ma foi, presque. Ce succès est hélas son dernier, car la peintre s'éteint le 31 octobre 1884. Peu après sa mort, la publication de son journal, traduit en plusieurs langues, dans une version tronquée, contribue à établir sa légende. L'Académie Julian voit alors affluer les inscriptions d'élèves inspirés par sa lecture. La réception de l'art de Bashkirtsev est toutefois longtemps opacifiée par les images caricaturales de l'artiste qui sont véhiculées. Pauvre petite fille riche, diva capricieuse ou prodige au destin brisé. Aujourd'hui, la version non expurgée de ses écrits, au même titre que ses œuvres, nous permet d'accéder à la complexité d'une artiste qui, par ses choix picturaux comme par son engagement féministe, a su transcender son époque sans jamais renier ses ambitions. À la préparation, Mathilde Decroix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Élodie Royer. À la recherche et à la rédaction,
Delphine Waynes. Musique générique et sound design, Basile Bocquer. Musique originale, Giuliano Gil. Mixage, Simon Zrak. Voix off, Anna Sigalevitch. Voix artiste, Camille.